Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici, nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, tabous. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, de toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très honorée d'accueillir Jeanne, une aventurière des temps modernes. Bonjour Jeanne. Salut. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super bien. Je suis ravie d'être ici et de te parler avec toi aujourd'hui. Avant qu'on commence, je sais que tu enregistres, mais Oui. je voulais te féliciter pour ton podcast parce qu'il est juste dingue Ah oui, et pour merci. cette force de conviction et de caractère que tu as. Merci. Franchement, t'es une personne, c'est épatant et juste un grand félicitations alors. Et merci de donner la parole à des femmes et surtout t'es une sorte de fer de lance, t'es une proue de bateau d'un combat qui devrait être pour toutes. Donc, juste félicitations. Merci énormément, c'est très gentil, c'est vraiment très gentil. Donc je suis ravie que tu m'aies contactée pour venir témoigner au micro d'Over the Rainbow parce que ton histoire vraiment ça me fait rêver. Donc clairement je pense qu'on en a bien besoin en plus en ce moment de voyager par procuration, donc c'est super. Donc je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi ? Avec grand plaisir. J'ai 30 ans. Je suis partie il y a donc 2 ans pour une première randonnée, de 2 100 kilomètres. Pour ce faire, j'ai été obligée de quitter tout ce que j'avais. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai quitté mon emploi. J'ai dit à mon mari que je partais pour marcher. J'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon petit confort de vie, en fait et tout ce qu'il ne m'apportait pas pour essayer de retrouver, un peu de sens à ma vie, en fait. On dit beaucoup, faire sens, retrouver du sens, mais dans cette première aventure, c'est exactement ce que j'allais moi chercher parce que j'avais très bien réussi, hein, des études longues, un poste intéressant. Je suis historienne de l'art, donc tout de suite ça fait comme rêver d'avoir, une intellectuelle en face de soi et en fait, en face de toi, tu n'avais qu'une coquille vide avec des diplômes, avec un emploi, une maison, un mari et à l'intérieur, plus grand chose. Alors que je voyageais beaucoup, que j'avais tout pour être heureuse, mais moi, je me sentais totalement vide et il a fallu que je me trouve moi, en fait et pour me retrouver moi, je me suis dit qu'il y avait peu de solutions. J'avais plus envie de voyager comme je l'avais déjà fait, donc il fallait trouver la solution et elle m'est apparue, je sais pas si c'était la bonne, en tout cas, c'était ma solution. Je suis partie marcher. J'avais jamais posé un pied devant l'autre, c'est un fait, donc j'ai un peu découvert la randonnée sur le tard. J'ai pris un sac à dos, j'ai un tout petit sac à dos en plus, des chaussures de randonnée qui étaient absolument pas en adéquation avec, ma morphologie et je suis partie pour 1 600 kilomètres. Au final, j'en ai fait 2 100 et ensuite je suis devenue une mordue de la randonnée et de toutes les valeurs qu'elle promeut, en termes de alors, comment dirais-je? La randonnée, c'est du dépassement de soi. Alors on peut imaginer que c'est facile, mais en fait 2 000 kilomètres avec des douleurs tous les jours, avec la pluie, avec le vent, avec, heu, avec les difficultés, de la topographie de la journée, bah, c'est pas si simple que ça. Ça permet d'aller vraiment chercher des ressources au fond de soi et heu et puis de rencontrer des personnes super, de se découvrir au travers d'une activité sportive qui est lente. Enfin, on va pas très vite, hein. Quand on fait 30 kilomètres par jour, c'est un peu le grand max.
Donc, donc je dois bien avouer que pour moi, heu, les valeurs de la randonnée sont presque prépondérantes à l'acte même de marcher, enfin de poser un pied devant l'autre. Aujourd'hui, je me bats pour qu'il y ait une sorte d'équité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on connaît que des aventuriers hommes. Enfin, c'est quoi leur problème? Les femmes aussi, elles ont le droit de voyager et d'en parler, en fait. On a l'impression de devoir toujours s'exprimer plus, s'exprimer mieux, heu, faire des aventures un peu extraordinaires pour qu'on parle d'une femme, quand un homme à, on va dire, conditions physiques égales et projet égal, il va réussir. Il va réussir à ce qu'on parle de lui parce que, par principe, le fait d'être un homme, comment dire? Ça va de soi qu'il doit, découvrir des nouveaux horizons, des projets, un peu dingues. Une femme, ça sort des cases et moi, aujourd'hui, je suis pas d'accord. Je c'est ma case à moi, elle me plaît telle qu'elle est, mais j'ai pas envie de sortir d'une case et de déranger. J'aimerais qu'aujourd'hui, ce soit naturel pour les femmes de pouvoir partir à l'aventure sans avoir à toujours s'expliquer. Enfin, on n'est pas cantonné à faire la bouffe, à trouver un CDI et à élever les enfants, en fait. On peut se plaire là-dedans et se complaire là-dedans. Moi, je suis ravie pour celles qui sont heureuses là-dedans, vraiment. Mais c'était pas mon chemin de vie et je veux pas en être, comment dire? Extérioriser la société. J'ai pas envie qu'aujourd'hui les gens me disent: «Ben, il est temps que tu te trouves un job». En fait, moi aujourd'hui, je passe 50 heures par semaine à bosser sur ces projets-là. Donc j'ai une légitimité en tant que femme à devenir une marcheuse et c'est pas si simple que ça. Et puis c'est important justement de montrer, des nouveaux modèles aussi, aux jeunes filles, qui veulent, se trouver et cetera. Leur dire que, voilà, elles peuvent être, qui elles veulent, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Enfin, c'est vraiment, super intéressant et si on repart un petit peu, du début, du commencement, tu as commencé par, travailler dans le milieu de l'histoire de l'art. Pourquoi est-ce que toi, tu avais choisi ce type de carrière, au départ? En fait, j'ai commencé aux Beaux-Arts, donc j'étais artiste, vraiment, plasticienne. Je créais des projets. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de beaucoup de références. Ma création artistique ne passait que par un travail énorme de réflexion sur ce qui avait été fait, sur ce que moi je décidais de faire au travers de ce qui avait déjà été fait. On est tout à fait conscient qu'on ne crée rien de nouveau en art aujourd'hui. Tout a potentiellement déjà été fait, il faut juste le réapproprier. Pour me le réapproprier, j'avais vraiment besoin de toutes ces références artistiques et il y avait peut-être un petit manque dans mes études, aux Beaux-Arts. Donc une fois ma licence validée, j'ai fait une licence et un master en fait, en histoire de l'art pur pour, pour, cultiver ces références, pour cultiver cette culture générale qui me nourrissait. Et puis, une fois ces études-là faites, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de revenir dans la création pure, mais j'avais vraiment envie de transmettre ce que moi je connaissais et ce que le patrimoine autour de moi véhiculait de nouveau comme valeur, de nouveau comme histoire. Et pour moi, l'art et l'histoire, en règle générale, au travers d'un médium qui peut être, la peinture, la sculpture, mais aussi l'architecture, ça véhicule un truc de dingue. Enfin, ça véhicule toute une histoire, ça véhicule des combats, ça peut être mis en parallèle avec ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, la crise du coronavirus, les attentats, la liberté d'expression, tout ça, c'est tellement fort et ça peut être relié à l'art qu'il m'a semblé évident, suite à ce début d'études, de continuer de faire un second master pour valoriser le patrimoine et donc le partager, le faire vivre au travers de projets culturels, de projets touristiques. Ça me semblait être vraiment important et donc j'ai fini, ces études en ayant un emploi à Paris dans un centre d'art contemporain et puis, de fil en aiguille, on a décidé de revenir dans ma région natale, le Berry, où j'ai un papa qui est un peu malade et donc il a fallu s'occuper de lui et moi, je suis l'aînée de ma fratrie, donc bon, les choses se sont faites comme ça. Je suis redescendue avec mon mari, on s'est installés, donc ici dans le Berry et j'ai trouvé un emploi qui était extrêmement valorisant dans l'accompagnement des structures, on va dire les structures, associatives, mais aussi dans l'accompagnement des maires et des mairies des communes au sein donc de la région, enfin du département de l'Indre et donc je les aidais à valoriser leur patrimoine. Donc on peut pas dire, enfin, en fait, tout ça allait de fil en aiguille. Je valorisais mon patrimoine auquel je tiens, je véhiculais des valeurs,
Mais tout ça, ça me enfin, en fait, la question, c'était: «Quelle valeur? Je véhiculais quoi?» Parce que moi, qu'est-ce que j'étais? Hormis une bibliothèque de connaissances, qu'est-ce que moi j'étais? Et quand je me suis rendu compte qu'au final, je pouvais pas me battre pour ce que j'imaginais ou en tout cas ce que je fantasmais, parce que je me sentais vide, en fait. Je me sentais creuse et tout ce que je disais, ça tombait un peu, sous le sens. Enfin, il y avait pas de vrai combat et quand j'ai vraiment fait face à ça, je me suis dit que là, il fallait vraiment que je me construise en tant qu'être, individuel, en tant qu'être humain avec ce que je pensais déjà, ce que j'avais déjà acquis comme connaissance, mais qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je souhaitais en faire? Et c'est en grande partie comme ça que j'ai continué à marcher ensuite et qu'aujourd'hui, je vais proposer un projet, hem, c'est assez étonnant d'ailleurs d'en parler avec toi parce que j'en ai peu parlé jusqu'alors. Prochaine randonnée qui va commencer dans un tout petit mois, je vais intervenir dans des centres d'accueil pour femmes battues. Ah super! Ouais, je vais partager, des kilomètres de randonnée, je vais partager des journées, des soirées avec ces femmes qui ont besoin, de temps, qui ont besoin, juste qu'on prenne du temps pour elles. Le but, c'est pas d'arriver en disant, «Moi, je suis super forte, j'ai fait 4000 bornes à pied et je suis la meilleure». C'est vraiment moi, je me suis défaite d'un profil qui était type, je me suis défaite de ce qu'on attendait de moi et de ce que la société pensait de moi pour me retrouver moi et j'y ai acquis de la confiance en moi, j'y ai acquis au travers de la randonnée bien sûr, heu, j'y ai acquis plein de choses qui aujourd'hui font de moi quelqu'un de vraiment heureuse et de vraiment épanouie. Et je vous dis pas que ma solution c'est la vôtre, mais par contre, dans notre échange, peut-être que vous trouverez la vôtre et donc je vais prendre ce temps tout au long de mon chemin qui va faire, à peu près 3000 kilomètres. Je vais prendre du temps pour ces personnes au travers d'associations, hein, de centres d'accueil, enfin je viens pas comme ça, tout ça c'est un projet qui a déjà été créé en amont de ça. Mais voilà, aujourd'hui je veux véhiculer des valeurs qui me sont chères et ça m'est cher que des femmes se sentent légitimes de vivre comme elles le désirent, sans la mainmise, sociale, sans une pression masculine. Tout ça, j'aimerais qu'on soit libre de faire nos propres choix, sans qu'il y ait, de peur, Mmh. quelle qu'elle soit. Que ce soit de prendre la route seule, sous prétexte qu'on est une femme, que ce soit de vivre ou de rebondir suite à une relation malencontreuse et des situations compliquées. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur et et voilà, je suis partie sur Saint-Jacques parce que je me sentais creuse. Aujourd'hui, je vais commencer ma troisième randonnée au long cours en allant partager tout ce que j'ai acquis avec des femmes et je suis juste trop heureuse, quoi. Ouais, c'est génial vraiment l'évolution et tout, enfin c'est vraiment super et puis, du coup là, ce que tu nous as décrit, donc effectivement tu viens vraiment d'un milieu, intellectuel et à côté de ça, j'ai cru comprendre que tu avais quand même, été toujours, assez attirée par le sport, tu avais toujours été, sportive. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, quel type de sport, tu pratiquais avant de partir, toute seule, à l'aventure? Alors, au début, plutôt jeune, j'ai fait du rugby. J'ai fait du rugby dans une équipe de garçons. Il faut savoir que le rugby féminin, quand moi j'ai commencé, ça existait pas trop. Et donc c'est assez étonnant, je pense que j'étais déjà un peu féministe avant l'heure en disant: «Mais moi j'ai envie de faire un truc qui me plaît Ouais. au sein d'une équipe de gars» et en fait, c'est passé et ça s'est très bien passé. Ensuite, plus tard, hein, j'ai découvert le rugby féminin à l'université, donc ça, c'était des années plus tard. Hem et puis je me suis blessée, au rugby à 2 reprises. Ça a été très compliqué pour moi de m'en remettre et donc j'ai arrêté le rugby, en fait et le sport, de compétition et d'équipe parce que ça me demandait, trop d'investissement. Je m'y blessais, en fait. Je m'investissais tellement que je m'y blessais et donc j'ai attaqué le crossfit. Le crossfit, c'est un sport qui est extrêmement contraignant physiquement. On pense que c'est violent, mais je pense que c'est vraiment plus de la contrainte physique. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours fait du sport. C'est quelque chose qui a toujours été ancré dans mon être et en parallèle de ces études, c'est vrai que j'ai toujours fait une activité sportive, ce qui peut être très ambivalent. On n'imagine pas un conservateur ou un chargé de mission dans le patrimoine qui va Ouais. s'arracher, à faire 2 heures de crossfit par jour. Donc Oui. je suis déjà un peu bipolaire, je pense, sur Mmh. mon principe de vie. Mais en fait, c'est ce qui me caractérise peut-être.
mais c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre dans ma vie. C'est-à-dire que je peux pas qu'être derrière un ordinateur, il faut aussi que je sois dans l'action, il faut aussi que je me dépense physiquement. Donc donc en fait, pour moi, c'est exactement comme ça que ma vie fonctionne, et qu'elle est, si ce n'est équilibrée, en tout cas qu'elle me convient. Ouais, je vois. Et est-ce que toi, tu avais toujours rêvé, de partir à l'aventure? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment venu, plus tard au ce moment à ce moment où tu as eu, ce sentiment de devoir te retrouver et cetera, Ou est-ce que voilà, c'était quelque chose qui t'avait déjà animé, qui t'avait déjà intéressé avant? L'aventure à proprement parler, je crois qu'elle m'effraie plus qu'autre chose. Je suis pas une aventurière, je suis pas je j'ai pas c'est aussi le manque de confiance en moi qui parle inévitablement, puisque si on n'est pas aventurier, c'est peut-être parce qu'on se fait pas confiance, heu, ou peut-être parce qu'on n'est pas attiré par ça, tout simplement. Mais moi, je crois que c'est vraiment plus du manque de confiance en moi. Hem, les grandes traversées, impensables, en fait, je m'y projette pas. Par contre, j'ai toujours adoré voyager. Je suis extrêmement curieuse du mode de vie des autres, extrêmement curieuse, d'acquérir des nouvelles langues, hem, des nouveaux paysages, enfin tout ça, ça m'a toujours intéressée. Donc j'ai toujours voyagé, mais j'ai toujours voyagé comme une personne lambda, en arrivant dans un pays, en faisant un petit peu, le guide du routard quoi, genre, les trucs qu'il fallait voir absolument. Ouais. Et et l'aventure, enfin en tout cas la randonnée, pour moi ça a jamais été une aventure, ça a juste été une évidence. Et je me rends compte suite, à tout ça, que c'est une aventure. Mais pour moi, c'est juste, j'en ai eu besoin, je suis partie. J'ai évolué là-dedans pendant 71 jours. Pour moi, c'était mon quotidien, en fait. C'était pas de l'aventure, c'était juste ma vie. Je suis revenue, j'ai décidé de partir autre part et puis ensuite j'ai décidé de repartir marcher. Et en fait, pour moi, c'est comme des sortes de petits projets que je mets les uns au bout des autres, ce qui fait une vie, en fait, d'aventure. Mais pour moi, à aucun moment je me dis: «Je me lance à l'aventure». Je me lance juste dans Ouais, une je vois. randonnée parce que ça m'anime, parce que c'est là-dedans que je me sens heureuse, parce que quand je me lève le matin, c'est là-dedans que je vais bosser pendant toute ma journée et le soir quand je me couche, c'est à ça que je pense. C'est ça qui fait que je respire et que je me sens vivante. Ouais, d'accord, bah, c'est super intéressant. Et est-ce que, tu peux nous parler, plus précisément du coup du premier voyage, que tu as fait? Alors le premier voyage de randonnée ou le premier voyage, où j'ai De pris un avion et randonnée. je suis Voilà, partie? de randonnée Alors vraiment, quand tu es partie toute seule, alors c'est, c'est étonnant parce que j'avais jamais marché. Je savais même pas comment on faisait. Je me suis un peu renseignée, j'ai regardé un peu 2-3 forums, j'ai acheté un bouquin que j'ai jamais ouvert et je me suis dit: «Bon, je veux marcher, je l'ai jamais fait, j'ai même pas de tente, comment je peux faire?» Et au de fil en aiguille, en discutant, je me suis rendu compte que le chemin de Compostelle, c'était pour moi le plus simple pour mettre en place cette première initiative. C'est-à-dire que c'est un chemin très long, certes, mais il peut être morcelé. Il est en France, donc ça me permettait de rentrer à la maison s'il y avait le moindre problème. Et surtout, il y a des gîtes tous les, mettons 10 kilomètres, ce qui permet de créer des étapes à la, taille que tu désires. Tu peux faire 10, 20, 30 kilomètres dans ta journée, c'est modulable. Et la fin de la journée, tu es quand même dans un endroit relativement confortable. Tu dors en dortoir, certes, dans une commune, enfin une cuisine commune, mais à côté de ça, tu dors dans du dur, quoi. Et donc cette première expérience, c'était pour me tester, en fait, pour me challenger, me dire: «Est-ce que je vais être capable?» Donc je suis partie avec des chaussures dans lesquelles j'avais jamais marché, un tout petit sac avec, un pantalon, 2 culottes, un soutif et vraiment, c'était tout, enfin 2 t-shirts, je pense. Donc déjà, trop de fringues pour ce type d'aventure, mais ça, je le savais pas. Pour moi, j'avais l'impression de partir avec le strict minimum et puis je suis partie, j'avais même pas de sac de couchage, quoi. Je suis vraiment partie, la fleur en fusil en imaginant que ça allait passer. Par chance, j'avais choisi Saint-Jacques, donc c'est passé parce que les gens sont bienveillants autour de toi, parce que c'est un chemin qui voit beaucoup de monde passer, parce qu'ils ont l'habitude des gens qui partent comme moi un peu, la fleur au fusil, sans savoir à quoi ils s'attaquent. Donc ça a marché. Ça a vraiment fonctionné et et j'ai pu faire, 2 100 kilomètres, heu, alors avec des difficultés, hein, physiques, avec des difficultés de matériel. Il a fallu que je me réapprovisionne de temps en temps parce que j'étais vraiment partie avec, rien. Heu
avec la difficulté de la langue puisqu'en Espagne, je parlais pas espagnol, ça s'acquiert. Voilà, il y a des choses comme ça qui font que l'un dans l'autre, je suis partie sur le bon chemin qui m'a mis sur une voie qui était facilement tracée, traçable et qui me permettait vraiment de me questionner sur moi. Et puis une fois que j'ai fait cette première aventure, parce qu'au final, c'était une aventure Ouais. 2100 kilomètres. Il y a peu de gens qui marchent 2100 kilomètres dans une vie. Moi, je l'ai fait d'une traite, alors que j'avais jamais marché et j'ai adoré ça. J'y ai rencontré des gens merveilleux et je me suis dit que peut-être c'était là-dedans que je m'épanouirais et comment partager ça? Heu, je sais pas comment ça m'est venu, mais c'est vrai qu'à la fin du voyage, je me suis dit: «Je veux le partager parce que j'aimerais que d'autres personnes aient la chance de pouvoir le faire». Et moi, je me suis souvenue de toutes les questions en amont en me disant: «Non, mais je vais pas savoir comment faire ça, comment combien de kilomètres marcher, où dormir, quoi manger». C'est des questions toutes bêtes, mais c'est quand même des questions qui te tiennent. Quel matériel prendre? Et donc je me suis dit: «Bon, il faut que tu le partages, mais il faut que tu le partages à ta manière». Donc j'ai ouvert un compte Instagram de façon à donner envie aux gens au travers, de photos, de vidéos, de découvrir un peu mon cheminement. Et puis au retour, je me suis dit: «Je vais écrire une bande dessinée». Je vais écrire une bande dessinée pour faire vivre au travers de mes yeux, de mon ressenti, tout ce que j'ai vécu, mais aussi tout ce qui peut permettre de, comment dire? De faire fi des freins. De que ces freins ne soient plus un stop total au départ à l'aventure, mais juste une mise en condition. Bon, bah, d'accord, combien de kilomètres je suis capable de faire physiquement? C'est une vraie question à se poser. Au travers de cette BD, je t'aiderai à y répondre. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai pas la science infuse, mais j'ai fait comme ça et ça a fonctionné pour moi. Mais j'ai 30 ans, mais je suis sportive, donc prends tout ça en compte et crée-toi ton histoire. Mais surtout, n'attends pas d'avoir toutes les réponses à tes questions pour te lancer. Fais-toi juste confiance et c'est surtout ça le message principal, c'est qu'aujourd'hui, au travers de la confiance en soi, on arrive à faire 1 milliard de choses, des trucs qu'on n'imaginait même pas, capables pour nous, capables pour les autres. Et et si on peut se recréer au travers de la confiance en soi et et d'un équilibre, d'une équité, heu, dans la société, en tant que femme, en tant que marcheuse, en tant que podcasteuse, enfin, on a le droit d'exister au travers d'images ou de projets qui sont différents des autres, mais qui nous rendent pas moins intéressantes, qui nous rendent pas moins riches. Au contraire, je pense qu'on est extrêmement riche de toutes les rencontres qu'on fait et de tout ce qu'on vit. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je le partage au travers, bah, des podcasts, au travers de la bande dessinée, au travers de mon compte Instagram, au travers de mon blog. Je je partage mes questionnements, mes idées, mes kilomètres parcourus pour que d'autres aient la possibilité de le faire aussi. Parce que je peux être un exemple. Je peux montrer à des gamines de 15 ans aujourd'hui qu'on peut faire ça, qu'on n'est pas cantonné à la danse ou à autre chose, qu'aujourd'hui on a le droit de prendre un sac à dos et d'aller marcher, qu'on a le droit de faire du rugby alors qu'on est une nana, qu'on a le droit de faire du crossfit quand on est une nana. Parce que c'est aussi ça en fait. Moi à 15 ans, si on m'avait dit: «Tu peux le faire», je me serais sentie plus légitime d'aller faire du rugby avec des garçons et je me serais sentie, peut-être plus libre d'aller marcher. Mais je le savais pas. J'avais aucun exemple féminin, le sport de haut niveau féminin, enfin, moi quand j'avais 15 ans, j'en avais jamais entendu parler. Je savais même pas qu'une femme pouvait imaginer vivre d'une passion. Donc c'est quand même magique qu'aujourd'hui, je puisse avoir un retour sur investissement en me disant: mais voilà, si je peux donner moi cette information-là à des nanas, mais j'ai gagné tous ces kilomètres parcourus, j'ai gagné toutes ces heures derrière mon ordinateur à essayer de partager mon aventure, quoi». Ouais. Bah, ouais, c'est Je digresse, je sais, je suis désolée, je digresse. non, non, mais c'est très bien, c'est hyper intéressant franchement et puis ça se sent que tu es vraiment passionnée et tout donc c'est vraiment génial et il y a une question, qui est pas mal revenue, c'est, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de partir seule et comment est-ce que tu fais une fois que tu es sur le chemin pour gérer cette solitude? Alors pourquoi seule? D'un point de vue totalement matériel, mon mari travaillait, donc il pouvait pas tout, lui, quitter pour venir avec moi. Donc déjà, ça avait fait un choix. Ensuite, je pense que même s'il avait pu le faire, je lui aurais pas demandé.
parce que c'était un moment, où j'avais besoin de me recentrer sur moi. Je suis l'aînée d'une famille, je je chapeaute un peu toujours tout, je gère un peu toujours tout et donc là, j'avais besoin de me recentrer sur moi, pas sur un groupe, pas sur une gestion de groupe comme je sais si bien le faire, mais plutôt, moi, comment je peux m'autogérer moi, seule et donc ça arrive à la seconde question de comment on fait? En fait, on s'écoute. Heu, on se pose plus de questions de qu'est-ce qu'il attend ou qu'est-ce qu'elle attend de moi, qu'est-ce qui lui ferait plaisir ou ce dont il ou elle a besoin. Juste moi, comment je vis l'expérience, hem, comment comment je me retrouve au travers de cette solitude aussi parce qu'on a tellement l'habitude avec les réseaux sociaux, avec la vie de tous les jours, d'être entouré, d'être, en contact plus ou moins, direct, au travers, de Facebook, Instagram et cetera. Qu'on se rend plus compte que de temps en temps, il faut aussi faire le point sur nous, pas juste se comparer à d'autres et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire. Par exemple, j'ai partagé au travers d'Instagram sans jamais consulter Instagram. C'est-à-dire que j'ai coupé des réseaux sociaux. J'ai donné de l'information, du contenu, mais moi je me comparais plus au travers de tout ce qui se faisait. Juste, je partageais et hem et par exemple, il m'arrivait d'appeler ma famille parce que quand on parle de moi, on peut pas se couper de sa famille, on peut pas se couper de son mari. J'essayais de donner un retour sur expérience, sans essayer de prendre, leurs attentes, sans essayer de répondre à leurs questionnements. Il fallait qu'ils acceptent que là, c'était un moment pour moi où je devais couper avec, tout le reste et pas essayer, de les rassurer. Juste: «Je donne des nouvelles, je suis en vie, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. N'en attendez pas plus aujourd'hui de moi. Demain, quand je rentrerai à la maison, je recommencerai évidemment à prendre soin de vous, mais là, dans l'immédiat, pour prendre soin de vous, il faut que je prenne soin de moi et ça faisait 28 ans que je l'avais pas fait, que je m'étais pas, considérée comme une priorité et il fallait vraiment que pendant ce laps de temps, qui est relativement court, au final 71 jours, c'est court, mais ça m'a quand même permis de faire un petit break en me disant: «Mais moi, en fait, qui suis-je? Et au travers de qui suis-je, qu'est-ce que je veux transmettre? Et au travers de qu'est-ce que je veux transmettre, comment je vais le faire à mon retour?» Et c'est vraiment toutes ces questions qui font que la solitude a pas été si compliquée que ça. C'est pas simple, hein, quand on se retrouve, 2 semaines entiers dans un désert espagnol où on peut parler à personne, où on peut passer des jours, hein, sans dire un mot. C'est pas simple, mais au final, avec de la musique, avec, du temps pour soi, on continue à faire des kilomètres et puis ça passe et puis ça passe et puis on en ressort grandi et heu et la solitude, c'est aussi peut-être une difficulté à passer parce qu'en fait, c'est jamais vraiment simple d'être seul et on est des animaux grégaires. Mais pour moi, c'était vraiment extrêmement important que de faire face à cette solitude pour, pour continuer, pour pouvoir avancer ensuite, quoi. Et avancer ensuite, il faut se construire, il faut avoir de bonnes bases et là, j'étais vraiment en train de construire ces bonnes bases. Je dis pas que ça a été tout le temps simple, mais c'est pas insurmontable. Mmh. Et est-ce qu'il y a des dangers quand on part toute seule? Est-ce que, il y a des choses à prévoir? Enfin voilà, on se questionne un petit peu, est-ce que, il peut y avoir un ré est-ce qu'il peut t'arriver des problèmes? Comment est-ce que tu peux anticiper ces problèmes? Parce que si tu es toute seule, si tu tombes, si t'arrive quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Si tu te fais agresser, vu que tu es toute seule, comment tu fais? Comment est-ce qu'on se prépare à ces dangers éventuels et qu'est-ce que c'est la réalité de ces dangers? Quand on marche, je pense qu'on est vulnérable. On est extrêmement vulnérable, mais même physiquement, c'est-à-dire qu'on va marcher, on va traverser des routes. Tu traverses une route, tu peux te faire percuter par une voiture, tu es vulnérable, c'est un fait. Quand tu marches et que tu es une femme, je pense que tu es entre guillemets «dans l'imaginaire» ou dans l'inconscient, tu es encore plus vulnérable et encore quand tu marches seule, je crois que c'est encore pire. Je me suis même pas posé ces questions en partant, en fait. La question de la vulnérabilité, des dangers, je me la suis pas posée. Je m'en suis rendu compte un peu, au travers, des discussions que je pouvais avoir ensuite, où la première des questions qu'on me posait, c'était: «Mais tu as pas peur?» «Mais de quoi?» Enfin, en fait, c'est pas normal qu'on me pose cette question. Je suis pas censée avoir plus peur qu'un homme. Je suis censée avoir peur parce que je sais pas comment faire, ça c'est vrai. Mais par contre, pas sous prétexte que je suis une nana, quoi. Non, aujourd'hui, le fait d'avoir un vagin, ça fait pas de moi une personne plus en danger, plus vulnérable qu'un homme. Ça fait de moi quelqu'un,
qui part seul et voilà. Sauf que la réalité des faits fait en effet qu'on est plus vulnérable. Maintenant, je me suis pas sentie en danger à aucun moment sur aucun de mes chemins, alors que j'ai voyagé seule, que j'ai marché seule. Heu, pour autant, je ne marcherai jamais sans ma bombe lacrymo. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde de bisounours et que je peux pas prendre le risque de partir sans avoir un moyen de me défendre. C'est pas envisageable. J'ai eu deux-trois petites, 2-3 petites situations un peu compliquées à gérer, mais pas insurmontables, peut-être plus dues à la fatigue qu'autre chose. Des rencontres qui étaient un peu borderline, tu vois? Avec certains hommes qui te mettent pas toujours, vraiment à l'aise, mais rien de vraiment malveillant. Donc j'ai jamais eu besoin de me défendre, on va dire, face à un homme. Hem, les plus gros dangers que tu peux avoir en randonnée, en tout cas pour moi aujourd'hui, ça a été, de pas te nourrir convenablement, de pas dormir convenablement et donc d'accumuler de la fatigue et donc d'être de moins en moins lucide et donc de potentiellement pouvoir te blesser. Et c'est vrai que quand tu es seul au milieu de la pampa, que tu as aucune idée de ce qu'il peut y avoir autour de toi et donc, où est le prochain hôpital? Comment je vais faire? Si tu te blesses, tu es pas au top. Faut bien avouer que, ça pose question. J'essaie de pas me poser plus la question que ça. Aujourd'hui, je travaille un peu mes itinéraires pour avoir une idée quand même de ce qui m'entoure, de façon à pas être totalement, dans cet inconnu-là. Donc je compense un peu ce danger. J'ai une balise GPS qui me permet, si je suis vraiment en danger, d'appuyer sur un petit bouton pour que les secours arrivent directement. Ça, c'est en cas de grand danger. Je me débrouille pour partir avec 3 jours de nourriture si je croise pas de quoi faire des courses, si on est dimanche, lundi et que c'est pas ouvert. Voilà, je j'essaie de pallier à tous ces dangers qui sont plus, des choses un peu incommodantes qu'autre chose. Hem, pour moi, le plus gros frein, en tout cas sur la deuxième rando où je suis partie seule et en bivouac, ça a été d'appréhender le moment où tu dors seule dans ta tente. Ouais. Tu es une nana, tu dors dans la nature, tu connais personne, tu connais rien et en plus tu es ultra vulnérable parce que tu dors. Donc tu peux pas gérer le problème. S'il se pointe, tu es un peu, la dernière au courant, quoi. Hem, c'est passé parce que je n'ai jamais eu aucun souci en bivouac. C'est-à-dire que les gens, il faut bien s'imaginer qu'ils ne savent pas qui il y a dans la tente. Oui, c'est Ça vrai. peut être un Golgoth. Moi, je Mmh. suis une nana, je fais 1,60 m, mais ça peut être d'1,90 m et de 110 kilogrammes. Ouais, Donc en c'est fait, vrai. ne sachant pas qui il y a dans la tente, jamais personne ne m'a dérangée. Bien sûr, il y a des bruits, tu entends des gens passer, tu entends, des animaux, mais ça, c'est la vie. Jamais personne est venu taper à ma tente ou est venu déchirer ma tente pour, me violenter. Jamais ce n'est arrivé. J'ai même jamais eu quelqu'un qui m'a dérangée dans ma tente. J'ai des gens qui sont passés et qui m'ont demandé parce que j'étais à l'extérieur, jamais à l'intérieur fermé. Quand tu es à l'extérieur de ta tente, j'ai des personnes, hein, hommes et femmes, qui se sont arrêtés en disant: «Mais vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'eau? Vous voulez qu'on vous ramène quelque chose?» J'ai beaucoup plus croisé de bienveillance Ouais, c'est ça. et de gentillesse que j'ai pu croiser de difficultés. Des gens qui te filent de l'eau alors que tu les connais pas et qu'on est en pleine période de covid, et ben, il y en a. Les gens qui te donnent à manger, il y en a. Les gens chez qui tu frappes juste pour discuter, il y en a. Il y en a beaucoup plus qu'il ne peut y avoir de désagréments à partir sur ce type de projet. Donc en fait, je suis partie sans projection négative. J'en ai j'en ai peu ou pas rencontré. Vraiment, ça se compte même pas sur les doigts d'une main. J'ai dû avoir, 2 petits soucis, quoi, et des pas des gros en plus. Donc c'est vrai qu'au final, ce ne sont pour moi aujourd'hui pas des freins. De se dire: «Je pourrais être en danger que de partir seule randonner». Je fais très attention, hein, évidemment, et je me prémunis du moindre danger qui peut être la fatigue, la nourriture, l'eau, bien sûr. Mais ça, que je sois un homme ou que je sois une femme, c'est les mêmes problèmes. Et après, ce qui va vraiment être lié à mon statut de femme, qui va être les violences qu'on pourrait subir, j'en ai jamais eu. Maintenant, j'ai aussi tendance à pas être très avenante dès lors que je sens que la personne est mal intentionnée, donc ça ferme aussi des portes, hein.
heu, mais j'ai jamais eu aucun souci. Jamais eu aucun souci. Il y a même des gens qui m'ont ouvert leur maison pour que je dorme chez eux. Enfin, je n'ai jamais eu aucun problème. Ne soyez pas inconsciente et ne partez pas, billes en tête en pensant que c'est un monde de bisounours. C'est pas le cas. On habite en France, c'est pas un pays le plus dangereux du monde. C'est un fait, on n'est pas en Inde, hein, mais il faut faire attention. Mais si on part en faisant attention et en gérant les 3 gros problèmes qui vont être l'itinéraire, la nourriture, l'eau, bon, j'en rajoute peut-être quand même un peu notre condition physique et le fait qu'il faille faire attention à la fatigue, on prend pas plus de risques que quelqu'un d'autre, quoi. Mais par contre, on en ressort méga épanoui. Ouais, c'est ça. Au final, la balance bénéfice-risque, elle penche vraiment, du côté des bénéfices et justement, comment est-ce que tu conseillerais de préparer, un voyage comme ça au niveau de l'itinéraire, de la sécurité, de ce qu'il faut emmener? Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer? Si c'est ta première fois, essaie de partir marcher sur un chemin de grande randonnée déjà balisé. Ne te lance pas dans la création d'un itinéraire, ça va te mettre un peu en porte-à-faux. C'est des endroits où les gens n'auront pas l'habitude de voir des marcheurs, donc c'est un peu compliqué. Prends un itinéraire de grande randonnée, c'est balisé, c'est facile de savoir où tu mets les pieds, les chemins sont en bon état et ça aussi, ça joue. Donc 1er conseil. 2e conseil, ne porte pas trop de choses, ne pars pas avec trop de matériel parce que de 1, tu vas le porter toute la journée et de 2, le confort, il est pas dans le matériel, il est dans tout ce que tu vas acquérir. Donc prends le strict minimum. Tu prends une tente, tu prends un duvet, un matelas gonflable parce que sinon tu dors mal, tu prends de quoi te faire à manger, prends pas trop de fringues parce qu'en vrai, tu en as pas besoin. Enfin, moi, si je pars avec, sur tout mon barda, si j'ai 1 kilo de fringues, c'est le maximum. Plus ce que je porte sur moi, mais c'est le maximum. Prends un bon sac à dos, un sac à dos en quel tu as confiance, qui te fait pas mal au dos parce que tu vas avoir du poids toute la journée sur le dos, sur les lombaires, il faut qu'il soit confortable. Tu prends des bonnes chaussures, des chaussures de randonnée, que tu as faites en amont. C'est-à-dire que tu as marché un gros mois avec en amont, tu vas faire tes courses avec, le soir, au lieu de mettre tes chaussons, tu mets tes chaussures de rando, elles sont pas sales, tu es à peine sorti avec, donc tu peux marcher avec. Voilà, il faut que ton pied, il s'habitue à la chaussure et que la chaussure s'habitue à ton pied, pour éviter les ampoules, les douleurs, voilà, tout ça. Mais c'est des choses qui sont pas irréalisables. Après, je te conseille de partir avec, 3 jours de nourriture dans le sac. Pour être vraiment sûr, tu prends des graines, tu prends des cacahuètes, des amandes, des noix de cajou, ça donne de l'énergie rapidement. Tu pars pas avec trop d'eau. Moi, mon conseil, c'est de partir avec, 2 litres d'eau. Tu les remplis pas, mais au moins tu as un contenant de 2 litres et derrière, régulièrement, tu te réapprovisionnes. Il y a des chemins, il y a des maisons sur le chemin, il y a des fontaines, il y a des points d'eau. Voilà, il faut faire attention à l'eau, mais il faut pas que ça devienne non plus, enfin, le focus, quoi. Si tu pars avec 2 litres d'eau par jour, tu as ce qu'il te faut. Derrière, il faut juste penser à réapprovisionner pour pouvoir te nourrir le soir. Ça s'organise. Ça s'organise bien, hem et ça se fait. Après, je dirais, ne pas espérer avoir les réponses à toutes ces questions parce qu'on peut pas. On est tous faits différemment et il y a des trucs qu'on apprendra quand même sur le chemin parce qu'on n'y avait pas pensé et c'est pas grave. Hem, les autres conseils, hem si j'ai pas répondu à toutes tes questions suite à ça, écris-moi et je me ferai un plaisir de te répondre parce que mon but aujourd'hui, c'est de le partager, c'est pas de le vivre, en termes d'introspection, c'est vraiment aujourd'hui, j'apprendrai toujours moi en tant que personne des choses, mais si je peux le partager et si je peux te donner demain l'envie d'y aller, n'hésite pas à m'écrire, quoi. Je suis ultra dispo et je me ferai un plaisir, de t'appeler si tu as besoin, si tu as besoin que je t'appelle, de répondre à tes messages si on le fait par message. Je me suis retrouvée quand j'étais sur le GR34 en Bretagne l'été dernier, à appeler une nana qui partait, alors que moi je terminais, pour lui donner des conseils, pour, voilà, parce qu'elle son sac il était trop chargé donc à distance, elle m'a fait tout le listing de son sac et je lui ai dit quoi enlever. Ça prend un temps de dingue, mais moi, c'est un temps que j'aime consacrer aux gens. Enfin, donc fais-le, tu vois? Si tu as le moindre doute, tu m'envoies ton listing d'affaires, tu m'envoies la marque de ton sac, tu me demandes quelle marque je prends.
je me ferais vraiment un plaisir de te répondre, sincèrement. OK, ça marche. Bah, merci beaucoup. De toute façon, il y aura le nom de ton compte dans la description, donc voilà, si quelqu'un, a des questions, qu'il n'hésite pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, des autres voyages que tu as faits? Parce que tu nous as parlé pas mal, de celui, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait après? Alors après Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis rentrée, et mon mari m'a proposé qu'on parte en Nouvelle-Zélande tous les 2 et qu'on aille marcher sur un chemin qui s'appelle le Te Araroa. Le Te Araroa, c'est un chemin qui traverse les 2 îles néo-zélandaises et hem et donc il a démissionné 3-4 mois après moi au final et on est partis vivre en Nouvelle-Zélande. Sur le début du chemin, il s'est blessé, donc on a dû arrêter, puis il y a eu une énorme tempête qui a emmené une partie du chemin qu'on devait faire, donc tout ça a fait que voilà, la résilience, on rebondit, on se retrouve à faire d'autres choses que ce qu'on était parti faire. Donc on a commencé à travailler en Nouvelle-Zélande et puis le coronavirus est arrivé, donc on était obligés de rentrer en France et suite au retour en France, donc en mai 2020, moi j'ai décidé de repartir marcher parce que, je m'étais retrouvée certes, mais je sentais le besoin de repartir marcher. J'étais partie une première fois marcher sans toute la question logistique de la tente, du réchaud, du sac de couchage, d'un sac lourd parce que j'étais partie avec un sac qui faisait 6 kilos. Donc là, je repartais avec un sac qui faisait 10 kilos minimum. Il a fait plus, hein, et donc je me suis lancée dans une nouvelle aventure qui était de faire le tour de Bretagne à pied. Le tour de Bretagne, c'est environ 2 000 kilomètres. On fait vraiment, toute la côte, donc tous les petits découpages de la côte, c'est génial, c'est magnifique la Bretagne et heu et donc voilà, j'ai acquis, le la compétence de monter une tente en un temps record puisque je l'ai montée pendant 81 jours, très exactement, tous les soirs et Ouais. démontée tous les matins. Heu, j'ai découvert comment on faisait du bivouac. Je savais pas, j'ai vraiment découvert ça, sur le tard. J'ai découvert qu'on pouvait manger des nouilles, lyophilisées, avec de la soupe pour essayer de faire quelque chose de consistant le soir parce qu'on avait faim et qu'on n'avait rien dans son sac. Voilà, on apprend tout ça et ça, c'était un peu mon challenge après Saint-Jacques où j'avais découvert que je pouvais marcher longtemps, loin. J'avais envie de découvrir si je pouvais le faire en étant totalement libre, en faisant fi de toutes les obligations qui étaient d'arriver à un point 1, du point A au point B, parce que le soir, je devais dormir dans un hébergement en dur. Là, la question, c'était: «Est-ce que je peux juste m'écouter, faire ce que je veux, en ayant une autonomie alimentaire qui me permettait de faire ce que je voulais et de pouvoir dormir où je voulais?» J'avais une tente, donc j'étais libre, j'avais toute ma maison sur mon dos et là, j'ai découvert ce qu'était vraiment la liberté de juste s'écouter soi, quoi et de marcher au gré des paysages juste fabuleux de la Bretagne et et de rencontrer des personnes magiques. Il y a beaucoup de gens qui m'ont ouvert leurs portes en Bretagne en disant: «Mais viens dormir à la maison, viens manger une crêpe, quoi». OK, merci, c'était pas dans mon challenge de base, je voulais être toute seule et juste gérer ça toute seule et en fait, je suis ravie de d'intégrer votre quotidien, de partager ça avec vous et c'est juste trop chouette. Donc voilà, je suis repartie marcher en Bretagne. J'ai fait 2 300 kilomètres à pied entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire, donc vraiment toute la côte bretonne et en rentrant en septembre, je me suis dit que ça pouvait pas être la fin. C'était une belle aventure qui se lançait. Je commençais à avoir, pas mal de followers sur les réseaux sociaux. J'avais envie de le partager. J'avais déjà mis en marche, cette idée de BD pour Compostelle j'ai créé une association. J'ai créé une association de marcheurs au long cours parce qu'il n'existe aujourd'hui en France pas de communauté de marcheurs. Il y a des clubs de foot, il y a des clubs de randonnée, certes, mais il y a pas de communauté de marcheurs où il y a un émule, sur nos randonnées au long cours, où voilà, on se donne nos petits tips. «Ouais, toi, tu prends quelle tente et tu pars à quelle date et est-ce qu'on peut pas se retrouver?» et voilà, on est des passionnés, on a des valeurs communes qui sont écologiques parce que notre principe, c'est de laisser aucune trace. C'est très américain, mais c'est comme ça quand on marche, le but c'est de pas laisser, mais c'est dégueulasse à dire, mais un bout de PQ Mmh. parce qu'on vit dehors, bah, c'est crade quoi et c'est pas sympa pour les gens qui vont arriver derrière. Donc il faut découvrir comment on fait ça, de laisser aucun déchet. Enfin, c'est ça, de pas faire de feu pour laisser aucun déchet visuel parce que s'il y a 25 feux au même endroit,
bah, le mec qui arrive après, qui a une vue de dingue sur une falaise avec 25 feux, Ouais. c'est moins sympa, quoi. Donc voilà, nous, on veut être libre de faire ce qu'on veut, de marcher comme on le souhaite, mais sans polluer l'environnement, qu'il soit, visuel ou même social des gens. Enfin, on n'est pas là pour foutre le bordel. On est là pour vivre notre liberté sans pour autant que ça impacte les autres et tout ça, c'est des valeurs qu'on partage tous, les marcheurs au long cours et donc on a créé cette association qui s'appelle les Marcheurs Fous et heu et donc je suis aussi extrêmement investie là-dedans, dans ce partage de connaissances, dans cette création de communauté, hem, donc voilà, je pouvais pas m'arrêter là, c'était pas possible. Heu, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'anime à 400. Je voilà, j'écris des papiers, j'écris des articles, j'écris mes BD, j'écris, je participe à des podcasts et j'aime ça, quoi. Et si aujourd'hui une femme peut enfin montrer qu'être une femme, avoir une vie de famille, parce que c'est pas au détriment de ma vie de famille. Je je pars, 4 mois par an, il y a beaucoup d'hommes qui font ça dans leur vie de tous les jours et leurs femmes, elles acceptent. Et ben moi, mon mari, il est génial, il accepte. Et ça rend pas, de lui une personne extraordinaire, juste ouverte d'esprit. Ça rend pas moi quelqu'un, d'égocentré. Juste, je veux vivre de ce qui est ma passion et si je peux montrer à d'autres nanas que c'est possible, que d'être une femme, ça n'empêche pas d'avoir envie d'une vie de famille, d'avoir, un chien, d'avoir envie d'avoir des enfants parce que demain, peut-être que j'aurai un enfant là-dedans et peut-être que je le traînerai avec moi et que je serai la plus heureuse des mamans. Ouais. Mais mais en tout cas, rien n'est impossible, juste sous prétexte que je suis une femme aujourd'hui. J'ai envie que tout le champ des possibles me soit ouvert et soit donc ouvert à d'autres nanas, hem, alors au travers d'une activité sportive, certes, peut-être que des gens vont trouver ça un peu naze, mais en fait, le message que je veux moi aujourd'hui véhiculer, c'est pas que, bah, je suis capable de marcher 2000 bornes. C'est je suis capable d'être libre dans une société qui m'impose des choix que j'ai pas envie de faire, juste sous prétexte que je suis une femme, que j'ai fait des études. Bah non, en fait, tout ça, ça peut juste me permettre d'évoluer et d'exceller dans ce que je fais et d'être libre de faire des choses qui me tiennent à cœur. J'ai pas envie que toutes les femmes fassent ça sous prétexte que je le fais. Je suis ravie qu'il y ait des femmes qui soient heureuses dans leur, CDI, dans leur maison, dans leur vie de famille. Mais j'ai envie que toutes les femmes qui se sentent différentes se sentent normales. On n'est pas des personnes enfin, on n'est pas des monstres, en fait, de vouloir vivre différemment. On est juste différentes et c'est génial. Enfin, la différence, quelle chance, quoi. Et aujourd'hui, de plus la montrer du doigt en disant: «Mais toi, tu es noire, toi, tu es une femme toi, il te manque une jambe». En fait, on peut tous le faire. Qu'on soit handicapé, qu'on soit une femme, qu'on soit noir, qu'on je sais pas, qu'on soit, issu du milieu social défavorisé, on a tous le droit de répondre à nos attentes. Il faut juste en donner les moyens et par ce que je fais aujourd'hui et j'espère que c'est ce message-là qui est véhiculé, pas juste, une gonzesse, qui s'est pris pour Mike Horn et qui décide d'aller marcher, juste non. Tout ça, c'est bien plus profond, quoi. J'ai pas juste envie d'être une nana qui porte un sac. J'ai envie d'être une nana qui porte des valeurs, mais des valeurs fondées, quoi, qui sont ancrées en moi et qui, un jour, je l'espère, seront ancrées dans la société. On a le droit d'être totalement égal à l'homme, à l'être humain en règle générale. On n'est pas moins, on n'est pas plus, on est juste tous égaux, quoi. Et voilà. Si moi, mes quelques milliers de kilomètres peuvent passer, mais puis sans aucune violence parce que je suis absolument pas violente, mais voilà, si au travers de mes kilomètres parcourus, je peux faire passer ce message, j'ai tout gagné. Bah, je pense que ce message passe très bien en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous dire, quels sont tes projets, pour l'avenir? Alors là, tout de suite maintenant, je pars d'ici 3 semaines, marcher de Dunkerque à Menton en suivant donc les frontières belges, luxembourgeoises, allemandes, suisses et italiennes. Donc je vais traverser à peu près 2 600-3 000 kilomètres, toute la France. En passant par les Vosges, le Jura et les Alpes, donc il y a un énorme challenge sportif parce que c'est un dénivelé qui est vraiment important. On est aux alentours de presque 90 000 mètres de dénivelé positif, Mmh. ce qui est un vrai challenge, hein, physiquement parlant. Toujours en autonomie, donc toujours avec ma tente, mon sac, ma nourriture, toujours seule.
mais avec ce projet de le partager. Donc si quelqu'un, veut me rejoindre sur 2 jours, je serais ravie de prendre le temps de lui faire découvrir la randonnée, qu'on soit, comment dire? L'un et l'autre rassurés. Lui, par la facilité d'être avec quelqu'un qui sait faire et moi d'avoir l'impression de partager mon aventure. Je vais la partager au travers, des quelques heures que je vais passer dans des centres d'accueil pour femmes et enfin, c'est pas que pour femmes, ça va être pour femmes en grande partie, mais aussi pour personnes en difficulté, en règle générale, parce que je fais pas non plus de fixette. Évidemment, je souhaite être ouverte à tous et et voilà, c'est mon projet, donc ça va me prendre, à mon avis 4 bons mois de partir sur cette aventure-là et puis au retour, j'aviserai. J J'espère que j'aurai la possibilité d'enfin publier cette BD parce que ça prend un temps un peu phénoménal, c'est très long de publier une Ouais. BD. Donc voilà, il y a ça, il y a la future BD sur la Bretagne, il y a continuer à faire évoluer l'association, peut-être monter un festival, peut-être monter une bourse pour donner à des gens la possibilité d'aller marcher au long cours. Mais pour ça, il faut avoir des sponsors, pour ça, il faut avoir des sous à donner pendant les bourses. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai envie de monter pour que les gens, heu, aient de moins en moins de freins pour pouvoir prendre ce temps de se découvrir, de se redécouvrir au travers d'une activité sportive qui est la randonnée, mais surtout qui est la randonnée au long cours. De partir un certain temps, de couper avec cette frénésie de la société. Ça apporte il y a un retour aux sources, il y a un retour à soi, il y a une communion avec la nature qu'on beh, c'est simple, on l'a un peu perdu à vivre, dans des milieux urbains. On ne sait plus comment pousse, l'herbe, comment vivent des vaches et c'est important. Enfin, c'est comme ça qu'on se nourrit, quoi. Donc refaisons un petit peu un reset sur tout ce qu'on nous a appris, depuis qu'on vit dans les villes et essayons de reconnecter avec cette nature qui nous fait évoluer, qui nous fait vivre, qui nous porte. Enfin, c'est elle qui nous porte, c'est les agriculteurs qui nous nourrissent, c'est eux qui nous portent au quotidien et moi, au travers des randonnées, j'ai la chance de les voir travailler de 7 heures du mat à 8 heures du soir, quoi. Enfin, par exemple, c'est des choses qui sont tellement importantes, auxquelles on ne pense pas quand on achète notre barquette, de fruits au supermarché. Bah si, en fait. Mmh. Derrière ce fruit, il y a quelqu'un et il vaut mieux valoriser, un circuit court pour que cette personne-là, elle vive, en fait. Pas que ce soit, un mec qui maltraite, ses employés, à l'autre bout du monde, mais bien un gars qui vit de ça à côté de chez nous. Mais tout ça, voilà, c'est des valeurs auxquelles je crois et qu'aujourd'hui, au travers de la randonnée, au travers des discussions que je peux avoir, j'ai envie de faire passer ce message aussi. Enfin, il y a tellement de valeurs qu'on découvre ou en tout cas qu'on ancre vraiment dans son quotidien quand on fait ça, qui me semble, aujourd'hui, ouais, plus qu'important, quoi. Mmh. OK, bah, merci beaucoup et puis, franchement, enfin, de voir tous tes projets et tout, c'est ultra inspirant donc j'ai trop hâte de voir, la suite, de te suivre et pour, de voir, en fait, tout ce que tu vas accomplir. Franchement, c'est génial et donc on va terminer, par, une dernière question. Et toi, qu'est-ce que tu vois, derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre, aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? La confiance en soi. Pour moi, aujourd'hui, la solution pour arriver au pied de cet arc-en-ciel ou pour même le dépasser, quoi, enfin, c'est d'avoir confiance en soi, c'est oser se faire confiance, c'est oser s'aimer tel qu'on est, c'est faire fi de tout ce que la société nous a imposé pour se retrouver soi. Donc oui, la confiance en soi, en fait, c'est 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 juste primordial et juste, je pense qu'on en est coupé à cause de beaucoup de choses. Donc commençons par nous. Commençons par nous et nous faire confiance et de là, toutes les solutions, toutes nos bonnes solutions apparaîtront. OK, bah, merci énormément, pour ces très beaux, derniers mots. Merci beaucoup d'avoir, accepté de témoigner aujourd'hui. C'est vraiment, rafraîchissant d'avoir une belle histoire à écouter comme ça, c'est super inspirant. Ça donne envie de faire plein de choses, de repousser ses limites. Donc, voilà, je suis vraiment admirative de ta détermination et de ton courage et je suis certaine que tes mots inspireront bien d'autres, personnes qui nous écoutent, sans parler forcément de prouesses sportives ou
de désir de voyage. Je pense que ton message nous invite vraiment tout à croire en nos rêves, en nos capacités. Donc, merci encore d'être venu témoigner dans mon podcast et puis je te souhaite une très bonne continuation en espérant pouvoir suivre tes aventures via ton compte Instagram. Merci encore. Merci Capucine et merci à toi d'être, une personne aussi ouverte d'esprit et de monter un podcast, si inspirant. Bah, merci beaucoup. Si vous aussi vous souhaitez repousser vos limites, oser et relever des challenges, je vous invite à suivre des femmes inspirantes telles que Jeanne. Vous pourrez retrouver son compte Instagram Histoire de voyage dans la description de cet épisode. J'ai vu également d'autres comptes Instagram de femmes aventurières qui méritent le détour. Je vous invite notamment à jeter un œil au compte de Perrine Rambaud qui voyage à pied, en bateau, en vélo ou en stop. J'ai également repéré le compte Instagram That Hiker Girl qui est dans le même esprit, mais aux États-Unis cette fois-ci. Enfin, pour un petit shot de belles photos avec des femmes aventurières badass, consultez le super compte Women Who Explore. Je vous mets tous ces liens dans la description. Croyez-moi, ils valent le détour. Et puis que l'on soit adepte d'aventure ou non, le message de Jeanne va bien au-delà. Elle prouve qu'être une femme n'est un frein à rien dans son existence et qu'il est important d'avoir des rêves et de l'ambition. Alors chacune à votre échelle, n'hésitez pas à vous lancer de nouveaux défis, à oser faire, créer, voyager, sortir des sentiers battus. La vie est trop courte pour se permettre le moindre regret. Alors qu'attendez-vous ? Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overtherainbow@gmail.com. Over the Rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the News pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the Facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the World sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à 2 nouvelles personnes après chaque écoute ? Alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. It ain't